Avant d'accueillir et de donner la parole à Madame la Ministre, comme c'est notre dernière audition, je souhaitais saluer et remercier les membres de cette commission qui ont participé aux travaux, certains avec énormément d'assiduité. Je voudrais citer Anne-Laure Babot, André Chassaigne, Monsieur le Président présent aujourd'hui, Grégoire de Fournas, Jean-Luc Fugit, Laurent Cédel, Mathilde Digné, Nicole Lepay, Éric Martineau, Marie Pochon, Loïc Prudhomme, Mélanie Thomas et Nicolas Turquois. Je remercie ces collègues pour les intérêts et leur contribution à la réflexion de cette commission qui a travaillé de manière très très dense, particulièrement depuis le mois de septembre. Et je voudrais aussi remercier les administratrices de l'Assemblée qui nous ont accompagnés. Je dis accompagné en fait, dont le travail est absolument indispensable pour que nous puissions conduire ce type de travaux. Alors, je suis heureux d'accueillir Madame Sylvie Retailleau. Vous êtes ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Merci d'être parmi nous, Madame la Ministre. Donc là, dans la dernière ligne droite des travaux de cette commission, nous avons auditionné beaucoup de ministres en exercice et anciens ministres, s'agissant d'une politique publique qui repose sur plusieurs administrations centrales, 4 principalement, dont la vôtre, agriculture, santé, environnement et puis recherche. Votre administration, vos services, vous-même, vous n'êtes pas en pilotage de cette politique publique. L'agriculture est évidemment plus sur le devant, la question de la santé est complètement centrale, naturellement la transition écologique. Mais la recherche est absolument déterminante. Elle a été évoquée pratiquement à toutes les occasions. Et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais l'échec de cette politique publique, parce qu'il y en a un, puisque les objectifs que la nation se fixe, elle ne les atteint pas, c'est pour partie l'échec de la recherche, dans la mesure où on peut se dire, est-ce que la recherche a démarré assez tôt? Est-ce qu'elle avait assez de moyens? Est-ce qu'elle est suffisamment coordonnée? Est-ce qu'elle est bien orientée? Sachant que ce que le rapporteur appelle les technosolutions n'en sont pas, puisque nous savons tous qu'il ne s'agit pas de remplacer une molécule qui devient interdite par une autre, puisqu'il y a une recherche plus multifactorielle à conduire sur une transformation des exploitations, et donc en fait une recherche agronomique. Donc la question du transfert et de l'articulation entre la recherche sur plus long terme et son déploiement est aussi une question qui se pose. Donc voilà, je pense que vous allez pouvoir nous éclairer sur la façon dont vous-même vous appréhendez la contribution de la recherche à la conduite de cette politique publique et surtout à l'atteinte des objectifs, la façon dont vous concevez la partie gouvernance entre les différents organismes de recherche qui sont concernés, il y en a beaucoup, le jugement critique que vous pouvez avoir là-dessus, cette dimension interministérielle nous interpelle énormément. Nous sommes là au cœur d'une politique publique où, de beaucoup de points de vue, dans le fléchage financier et dans la gouvernance, il y a un grippage et un manque de lisibilité sur la poursuite des objectifs, sachant qu'ils peuvent être partiellement contradictoires. Je pense à la biodiversité contre la question du carbone. Bref, je suis un peu long dans mon introduction, je vais m'arrêter. Je vais donc vous laisser la parole pour des propos liminaires d'une dizaine de minutes. Après quoi, le rapporteur va réagir. Il y aura un échange de questions-réponses avec vous et puis on ouvrira les échanges aux membres de la commission présents. Avant de vous céder la parole, je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous êtes tenu de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Merci, Madame la Ministre. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, alors tout d'abord vous dire que dans le cadre de cette commission d'enquête sur effectivement les objectifs de la maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé environnementale et humaine, vous avez effectivement choisi de consacrer une partie de vos travaux aux enjeux qui sont liés à la recherche. Et je voudrais d'abord vous en remercier. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire, vous rejoindre comme quoi c'est effectivement un point essentiel et important. L'approche de la France est en effet une approche basée sur la science et la recherche est une composante essentielle de cette stratégie éco-phyto. Réduire l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques nécessite la production de connaissances scientifiques pour identifier, comme vous l'avez dit, les innovations de rupture, ainsi ensuite que la massification des outils et de ces solutions, toutes fondées sur la science.
La mobilisation de mon ministère pour que la France atteigne ses objectifs est forte, conséquente, je vais vous le montrer, tant en termes d'implication dans le pilotage, vous l'avez dit, que dans le financement, et que ce soit dans le cadre du plan Ecophyto, mais aussi des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, aussi de France 2030, qu'au niveau européen. Et c'est ces différents points que je vais aborder. Le premier, je vous propose de revenir très brièvement sur la contribution de mon ministère à cette stratégie Ecophyto 2030 et à sa place dans la gouvernance. Vous le savez, le pilotage de la stratégie Ecophyto s'appuie sur les 4 ministères, vous l'avez dit, en charge de l'agriculture, la santé, l'écologie et la recherche. Mon ministère collabore donc étroitement avec le ministère de l'Agriculture sur les aspects recherche, mais aussi formation de la stratégie Ecophyto 2030. Nous avons contribué à la rédaction de l'axe recherche, innovation et formation de cette stratégie qui vise à mettre en place des programmes de recherche, mais aussi à intégrer les sujets qui sont liés à Ecophyto dans cette partie formation. Mon ministère participe également, toujours en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture, à la création de l'axe dédié à la recherche d'alternatives chimiques et non chimiques aux produits phytopharmaceutiques, qui est une composante majeure tant en termes d'objectifs qu'en termes de financement. France 2030, en permettant une augmentation... Ah, pardon, j'ai collé une feuille, excusez-moi. Donc le deuxième point sur lequel je voudrais venir concerne le financement de la recherche sur ces produits phytosanitaires. Tout d'abord, un axe du plan Ecophyto 2+, qui est consacré à la recherche et à l'innovation. Il est dirigé par le Comité scientifique d'orientation recherche et innovation. Ce comité étant composé de 40 experts, guide les actions de la recherche, supervise des projets cohérents et favorise la valorisation des résultats. C'est un budget annuel de 7 millions d'euros qui est alloué à cet axe, provenant des fonds Ecophyto gérés par l'Office français de la biodiversité. Pendant de l'Ecophyto 2+, 10 appels à projets ont financé 41 projets de recherche, soulignant ainsi le dynamisme de la recherche dans ce domaine. Il est à noter que sur la même période, l'INSERM a également réalisé une expertise collective sur le thème des pesticides et de la santé. La recherche dans ce domaine ne se limite pas à l'initiative Ecophyto, puisque l'ANR est un financeur aussi important de la recherche sur les pesticides. En effet, l'ANR a financé de 2008 à 2022 251 projets de recherche sur les pesticides pour un total de 108,6 millions d'euros, soit une moyenne d'environ 17 projets par an, avec un budget annuel d'environ 7,2 millions d'euros donc par an. En 2022, une hausse significative est observée en raison de l'appel à projets spécifiques sur le chlordécone. France 2030, en permettant une augmentation significative des financements de la recherche dans ce domaine, est également un levier important pour atteindre les objectifs fixés par ce plan Ecophyto. L'objectif de France 2030, qui est objectif dont le nom est « Investir dans une alimentation saine, durable et traçable », inclut ainsi diverses initiatives visant à réduire cette utilisation des pesticides. Ces initiatives comprennent le grand défi biocontrôle et biostimulant, le grand défi robotique agricole, le programme d'équipement prioritaire de recherche dit PEPR agroécologie et numérique, le PEPR sélection végétale avancée et le projet prioritaire de recherche, le PPR, cultiver et protéger autrement, ainsi que le PPR Outre-mer. Ces programmes sont tous pilotés par l'INRAE, mais avec aussi d'autres partenaires, et ils couvrent des domaines tels que le biocontrôle, la robotique agricole, la transition agroécologique, la sélection végétale, mais aussi, bien sûr, l'agriculture sans pesticides. Le financement total s'élève à 204 millions d'euros sur 7-8 ans et des dispositifs tels qu'Astragal, financés dans le cadre de l'appel à projets
prématuration de France 2030 favorise également la partie maturation des résultats issus de la recherche. En parallèle, d'autres programmes de France 2030, comme le programme équipement prioritaire de recherche One Water, ou encore le PPR Océan et Climat, ou bien encore le futur PEPR Santé des femmes, santé des couples, financent des recherches sur les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, même s'ils n'en constituent pas l'axe principal pour ces projets. Pour résumer, le financement total des actions de recherche qui est lié à cette stratégie éco-phyto s'élève à environ 45 millions d'euros par an, englobant l'axe recherche d'éco-phyto, les appels à projets de l'ANR et ceux de France 2030. Toutefois, ce montant ne prend pas en compte le coût complet, qui est estimé à environ 135 millions d'euros par an si on inclut les salaires des chercheurs. Enfin, au regard de la diversité des actions de recherche et des résultats qui en découlent, ce que l'on appelle les expertises scientifiques collectives, ou ESCO, sont aussi un outil précieux. Commandités par nos 4 ministères, menées par l'INSERM, l'INRAE et l'IFREMER, elles permettent de dresser un état des lieux des connaissances scientifiques disponibles sur un sujet, mais aussi d'identifier de potentielles lacunes de connaissances sur lesquelles appuyer la programmation de la recherche pour produire de nouvelles solutions, mais aussi éclairer les décisions publiques. Les programmes européens, enfin, financent aussi des recherches sur les objectifs éco-phyto. L'intégration du sujet de la protection des cultures comme une priorité de recherche au niveau européen était, monsieur le rapporteur, l'une des recommandations relatives à la recherche dans votre rapport de 2014. Au niveau européen donc, les ambitions en matière de protection de la santé et de la biodiversité se matérialisent par exemple par la stratégie biodiversité, l'axe zéro pollution du Green Deal, ou bien encore la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui existe au niveau européen. Le programme Horizon Europe intègre les préoccupations liées à l'agroécologie et aux produits phytosanitaires avec 2431 projets financés depuis son lancement. La France joue un rôle clé en coordonnant des projets majeurs visant à promouvoir des pratiques agroécologiques à l'échelle européenne. Plusieurs partenariats dans le cadre d'Horizon Europe, tels que le partenariat agroécologie, ou bien encore le partenariat pour l'évaluation des risques liés aux substances chimiques, dit le PARC, sont alignés sur les objectifs éco-phyto. Le partenariat agroécologie, prévu pour 2024, contribuera donc à la nouvelle politique agricole commune, mais aussi à la stratégie Farm to Fork de l'Union européenne. Mon ministère y contribuera à hauteur de 14 millions d'euros sur 7 ans. Le parc, donc, mobilise 200 partenaires de 28 pays et vise à évaluer les risques des substances chimiques de nouvelle génération, alignant ainsi ses objectifs sur la stratégie Éco-Phyto 2030. Il est soutenu par la France avec un financement estimé entre 3 et 4 millions d'euros. Ce partenariat s'inscrit dans une approche One Health, une seule santé, pour mieux comprendre et protéger la santé humaine, mais aussi l'environnement de l'exposition aux substances chimiques. Mon troisième point, avant de finir mon propos, concerne les outils au service de la recherche à grande échelle et sa massification. Atteindre nos objectifs nécessite la production de connaissances scientifiques, mais qui permettent aussi d'identifier ces innovations de rupture, ainsi que la massification des solutions basées sur la science par le biais d'outils tels que les infrastructures de recherche, mais aussi le réseau DEFI. Alors, pour les infrastructures de recherche, 2 infrastructures de recherche contribuent fortement aux objectifs d'Éco-Phyto. La première, Phénom, est dédiée à la phénomique végétale et caractérise des génotypes sous divers scénarios environnementaux, soutenant des progrès en imagerie pour la détection d'espèces ou bien aussi de symptômes de maladies. Accessible aux acteurs publics et privés,
Phénom a été financé à hauteur de 29 millions d'euros par le programme d'investissement d'avenir, les PIA, entre 2012 et 2024 pour cette plateforme. La deuxième plateforme, LTR-ZA, infrastructure dédiée à l'étude des écosystèmes, regroupe, elle, des sites instrumentés pour des observations à long terme sur ces écosystèmes. Certaines zones ateliers portent sur les impacts des produits phytopharmaceutiques, comme la zone atelier Seine ou bien la zone atelier environnements ruraux, qui regroupe en fait plusieurs acteurs. Pour les Outre-mer, l'observatoire OPAL surveille la pollution agricole aux Antilles et il est prévu qu'il reçoive un financement complémentaire de 2 millions d'euros dans le cadre du programme prioritaire de recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure, Outre-mer, piloté par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, afin d'explorer plus largement les questions de transfert des polluants ou bien encore l'impact sur la biodiversité. Le réseau maintenant démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes en phytosanitaire, DEFI. Pour la massification des solutions, ce réseau est essentiel au plan éco-phyto. Il vise à tester, à promouvoir, mais aussi à déployer ces techniques agricoles, réduisant l'usage des pesticides tout en favorisant des pratiques économiques, environnementales et sociales performantes. Il repose sur 2 réseaux. Le réseau dit des fermes de défi, qui comprend 3000 exploitations engagées volontairement dans la réduction des pesticides, mais aussi le réseau Défi XP, qui est une expérimentation de 41 projets sur environ 200 sites sélectionnés. Le réseau des 3000 fermes Défi a démontré une réduction de 26% de la pression pesticide sans impact sur le rendement et constituant l'un des succès d'Ecophyto. Le dispositif sera pérennisé avec un budget annuel d'environ 10 millions d'euros et la qualité de la diffusion des résultats, ce qui est un point important, sera prise en compte dans la sélection des projets. Je voudrais terminer mon propos sur les perspectives à venir avec les travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie Ecophyto 2030 qui poursuivent un double objectif. Le premier, la réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et des risques pour la santé humaine et l'environnement. Et le second, l'adaptation des techniques de protection des cultures pour ne pas laisser les agriculteurs sans solution. Les principaux axes de la nouvelle stratégie Ecophyto 2030 ont été proposés lors du dernier comité, le dernier COS scientifique, qui s'est tenu le 30 octobre dernier et qui fait actuellement l'objet d'une large consultation. L'un des 5 axes de cette stratégie porte spécifiquement sur les enjeux de recherche et d'innovation ainsi que de formation et prévoit un programme de recherche dédié dans l'objectif d'accentuer l'effort de recherche. Le volet sur la formation revêt également une importance particulière à la veille d'un renouvellement des générations dans le monde agricole afin d'accompagner par la formation à cette transition agroécologique. La stratégie détaillée sera dévoilée début 2024 à l'issue de la période de consultation en cours et je serai vigilante à ce que les actions de recherche soient ambitieuses mais aussi réalistes et pleinement intégrées à cette nouvelle stratégie. Ceci afin que le potentiel des travaux de recherche, qui existent depuis de nombreuses années, soit pleinement exploité pour atteindre effectivement les objectifs de ce plan. Du point de vue de l'organisation de la recherche en France, nous allons prochainement mettre en place des agences de programmes thématiques. L'objectif est de mieux coordonner, dans un champ donné, l'ensemble des acteurs de la recherche, afin de définir des stratégies claires, de faciliter les réponses aux demandes sociétales et de politiques publiques, mais aussi d'améliorer cette visibilité de la recherche. 3 agences de programme contribueront à définir les priorités de recherche dans le champ des phytosanitaires. Elles seront présentées prochainement par le président de la République. L'articulation entre ces 3 agences sur un sujet comme les produits phytosanitaires, comme sur des sujets comme One Health, devra être définie afin qu'elle contribue effectivement efficacement et qu'elle continue à contribuer aux objectifs de ce plan Ecophyto 2030. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre, pour ces propos liminaires très denses. Vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations. On va pouvoir prendre le temps de réagir. Monsieur le rapporteur, je vous laisse réagir aux propos de la ministre avec une première série de questions. Oh, pardon. Il faut laisser la parole au rapporteur. Merci, Madame la Ministre. Merci pour votre propos liminaire qui est très complet, tellement complet que j'ai besoin de décomposer, pour recomposer une vision éclairée. Nous y tenons, je crois, l'un et l'autre. Je voudrais tout d'abord, parce qu'il y a une grosse actualité au Parlement européen, avoir votre réaction sur le rejet du règlement SURE qui a eu lieu aujourd'hui même et qui est, comment l'interprétez-vous et quelle est votre réaction? Merci. Alors peut-être, effectivement, comme ça vient de se passer, je préfère pas réagir en direct et sans avoir effectivement les biens, puisque j'ai pas eu effectivement ce retour complet. Donc je pourrais vous retransmettre, si vous le désirez, cette réaction, mais je préfère pas vous donner d'informations ou erronées ou incomplètes, effectivement, par rapport à cette nouvelle qui vient de tomber à l'instant, ou en tout cas il y a peu de temps. Merci. C'est pour notre commission un coup de tonnerre terrible, puisqu'on s'apprêtait à amender un programme gouvernemental Ecophyto 2030 qui lui-même était articulé, fondé sur la dynamique d'un règlement. C'était la grande innovation, c'était un règlement plutôt qu'une directive. Donc c'est un fait absolument majeur. Pour notre commission d'enquête, c'est un bouleversement. Et personnellement, je peux vous le dire, une immense tristesse, quoi. Donc voilà, je voulais avoir votre réaction. Bon. Deuxième élément, il y a aujourd'hui une demande française, notamment portée par des parlementaires, nos collègues écologistes, mais relayée par toute sensibilité. Je crois que le président de la commission du développement durable va le relayer, de révision de la directive ou du règlement REACH. J'ai un petit doute. C'est un règlement ou c'est une directive? C'est un règlement? Donc c'est du règlement REACH. Est-ce que vous partagez le fait que c'est une urgence pour la prochaine mandature européenne parce qu'il y a de nouvelles menaces sur les pollutions chimiques, il y a de nouvelles connaissances, il y a une science qui a progressé et nous avons besoin de réviser cette directive. Est-ce que le gouvernement français la soutiendra? Merci. Alors, c'est effectivement un point, et comme tout à l'heure vous l'avez dit, c'est effectivement des points qu'il faut regarder et qui seront éclairés par les différentes conclusions. C'est quelque chose qui sera attentivement regardé pour voir comment cette évolution peut avoir lieu et on étudiera en interministère, enfin au niveau du gouvernement, le portage finalement d'une évolution possible ou pas, mais c'est quelque chose qui sera regardé avec précision et attentivement, très clairement. Merci. Vous avez évoqué sous des canaux divers, hein, à la fois par les échelles géographiques et par les canaux de financement. Hein. J'ai noté ANR, France 2030 et tant d'autres, des coalitions, des groupements, etc. Bon, autant de choses qui ne me sont pas très familières. Mais bon, alors dans ce maquis, j'ai repéré une somme. Quand vous faites le total, vous avez fait une recomposition, un peu à la manière dont une inspection le fait. Hein, elle recompose l'ensemble, ce qu'on fait trop peu dans l'examen des textes budgétaires. Et on trouve 45 millions. Et puis vous dites, mais il faut le mettre au regard de 135 millions des chercheurs. Alors, juste une question de pédagogie. Il n'y a pas de contradiction, mais il faut nous expliquer de quoi on parle. Qu'est-ce que les 45 millions s'ils ne sont pas de la dépense de la ressource humaine des chercheurs? C'est le matériel de labo? C'est quoi? Quoi est dans quoi, qu'on comprenne. Tout à fait. Et merci de cette question parce que c'est un des points. Souvent, on donne les coûts des projets de recherche non coûts complets, c'est-à-dire en dehors de la masse salariale, en dehors des salaires de chercheurs. Et je pense qu'il est important de représenter, parce que sans hommes et femmes, il n'y a pas de recherche, effectivement le coût complet. Donc vous avez raison, 135 millions, c'est avec les salaires des chercheurs qui participent au projet. Les 45 millions, c'est de l'argent d'équipement, de fonctionnement qui vont permettre de réaliser les projets. C'est hors salaire. Alors il peut y avoir des contrats de doctorants, mais hors salaire de chercheurs permanents. Donc ce sont du fonctionnement et de l'équipement pour permettre de faire la recherche de ces appels à projets. Et si la différence entre 45 et 135, ce sont les salaires des chercheurs permanents.
Donc on va bien noter 135 millions au total consacrés. Hein, c'est pas 45 plus 135, c'est 135 dont, voilà, ok, très bien. Et les 2/3, en gros, c'est les salaires des chercheurs. Il s'agit bien de recherche publique, 100% publique, puisqu'on fonctionne par appel à projet. Est-ce que vous pourriez préciser s'il peut s'agir, par exemple, d'instituts privés, de fondations, je ne sais quoi, enfin. Ce coût-là, enfin, cette dépense-là de 135, comme je l'ai dit, c'est l'ANR, donc c'est de l'argent public, c'est l'Agence nationale. France 2030, c'est les PIA, c'est de l'argent public. Et c'est le plan Ecophyto. Donc c'est la somme des projets financés par ces 3 sources de financement, donc de l'argent public. Juste pour mémoire, nos administratifs sont sûrement notés, mais la part Ecophyto, parce qu'on est bien dans... Toutes les inspections ont pointé qu'on était sur quelque chose de très compliqué. C'est un labyrinthe, hein. C'est le plan Ecophyto, protéiforme, multipartenaire. Bon, plus personne ne s'y retrouve. Les inspections ont demandé une simplification. Nous allons relayer leur plaidoyer. En l'occurrence, tout n'est pas dans le plan Ecophyto. Il y a le plan stratégique national et dans la recherche, il faut rajouter. Mais quelle est la part du plan Ecophyto qui est de l'argent prélevé notamment sur la RPD et qui nourrit ce qui est spécifique à Ecophyto et ce que vous rajoutez très justement dans les autres programmes? C'est juste la part d'Ecophyto, s'il vous plaît. C'est 7 millions. La part Ecophyto, c'est 7 millions. Voilà, c'est 7 millions. La part Ecophyto, je pense qu'il faut le mettre 7 millions sur les 45, puisque c'est uniquement une nature financière. Il n'y a pas de masse salariale de chercheurs dans ces 7 millions d'Ecophyto. Donc c'est aussi dans les 135, mais c'est 7 millions dans les 45 millions, c'est-à-dire vraiment de financement, de fonctionnement ou d'équipement de projet. Et c'est 7 millions. L'exercice, on va y arriver, hein, mais on va essayer de recomposer. D'accord. Il faut rajouter, on va vérifier que dans les travaux d'inspection, dans la recomposition budgétaire, on ait bien intégré les volets de recherche, parce que le travail que vous avez glissé cette question en amont, hein, parce que le travail que vous avez fait est précieux, parce qu'on va le livrer comme tel. Voilà, et merci, vous avez un document qui le décrit et qui l'explique. On le joindra bien sûr à notre commission d'enquête. Merci. C'est des sommes conséquentes. Les avez-vous mis en regard du montant des recherches privées menées par notamment les firmes phytopharmaceutiques, voire des distributeurs et d'autres opérateurs concernés dans cette filière, et quels sont les moyens pour recomposer ces sommes? Alors, non, on n'a pas la partie privée. C'est toujours compliqué, nous, à la ministère de la Recherche, sur la partie, alors sauf quand c'est une partie privée qui a un complément d'un appel à projet public, ce n'est pas le cas là, mais la recherche vraiment au niveau privé, nous n'avons pas reconstitué ici, donc je ne peux pas vous le donner. Et je pense que c'est vraiment de façon globale, je vais vous répondre au niveau de la recherche. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, la part de financement privé, mais globalement sur la recherche, comparée à des financements, si on regarde au niveau européen, reste faible. Donc il faudrait la regarder dans ce domaine-là, mais au global, sur le domaine de la recherche, nous avons, la France a une part faible de financement par le privé de la recherche ou de la R&D. Si l'on compare, parce que petit ou grand ne veut rien dire, si je compare, je dirais à des pays européens équivalents, on est effectivement la part de dépenses et la part de recherche privée reste faible. Mais je n'ai pas l'information sur ce domaine-là en particulier. Quitte à poser une question idiote, quand vous composez, encore une fois, c'est pas un domaine d'expertise pour moi, hein, donc je cherche à comprendre, on est là pour ça d'ailleurs. Quand vous comptabilisez la recherche privée, vous comptabilisez la recherche que consacre une firme, quelle qu'elle soit, et sa taille, hein, ça peut être une start-up, une multinationale, une ETI, au progrès au sein de son entreprise, ou sa contribution à un programme de recherche nationale? Oui, en fait, ça dépend. On fait les deux, c'est-à-dire qu'on a les deux volets parce qu'on ne regarde pas la même chose suivant ce qu'on le regarde l'un ou l'autre. Et on demande les deux, mais en déclaratif. C'est du déclaratif la plupart du temps pour avoir le résultat. Et il est intéressant d'avoir, et en particulier pour les projets européens et les typologies de projets européens, la part du privé qui va correspondre, je vais vous prendre un exemple après, ensuite avec une part publique et une part privée dans un projet dans lequel vous avez de l'académie publique jusqu'à
de la R&D privée. Et puis ensuite, il y a effectivement la part R&D purement privée. Et on regarde les deux. Je voudrais prendre, même si ce n'est pas directement relié, dans le France 2030, nous avons les projets des bioclusters en santé. Et vous voyez un peu le lien quand même. Et dans ces bioclusters en santé, souvent, c'est des partenariats publics-privés avec à la fois de la recherche publique faite par des académiques, donc des institutions publiques, et des entreprises privées. France 2030 apporte une part de financement au biocluster et les entreprises privées doivent apporter une part complémentaire à peu près du même poids. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde parce que je dirais qu'on le fait avec le privé et c'est plus que du déclaratif puisqu'on participe au financement et on a les budgets. Pour la part purement privée, c'est du déclaratif en général que l'on a comme somme. Je vais vous demander de nous communiquer les données à disposition, notamment ciblées sur les questions qui nous intéressent, donc les questions de recherche en phytopharmacie, et qui nous permettent et les solutions qui nous permettent de nous en affranchir. Je dis ça, je suis un petit peu étonné qu'on ne mobilise pas un levier de connaissance de cette recherche privée qui est fiscal, c'est l'avantage fiscal du CSR. Est-ce que, d'après vous, on peut, en recomposant sur les principales firmes phytopharmaceutiques, connaître leurs efforts de recherche tels que financés par la puissance publique française? Est-ce que c'est un indicateur qui nous permet de recomposer cette somme? On regardera le point là du CIR. Nous, on a effectivement la part de CIR qui participe. Ce point est aussi lié à l'agriculture. Donc, il faut qu'on regarde mais on vous fera ça sur la part CIR et la part financement privé. Mais ça va dépendre aussi une part là de recherche privée en agriculture. Mais oui, on a les parts CIR en recherche. Donc, on vous fera remonter au niveau du CIR. Je pense qu'on peut. Je regarde. On essaiera d'avoir le plus fin détail. C'est jusqu'à quel détail? Parce qu'encore une fois, le CIR est aussi sur, pas du déclaratif, mais un suivi et on vérifie sur certains projets. Et donc, on pourra vous faire un bilan de ce qu'on a au niveau du CIR. C'est une information précieuse et nous-mêmes, nous sommes curieux. Demain, je ferai une saisie sur pièce et sur place à Bercy sur ces questions et quelques autres concernant l'industrie phytopharmaceutique. Donc, on pourra croiser nos informations, mais apporter à connaissance en la matière est assez précieux. Donc, il n'y aura pas d'effet de surprise à Bercy, puisque je l'annonce publiquement aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui est recherché. Ce qu'on veut rechercher, c'est les pièces intéressantes pour recomposer les chiffres d'affaires, les bénéfices, les taxes et les efforts de recherche financés par la puissance publique dans l'industrie phytopharmaceutique. Voilà ce que je voulais... Donc, public-privé, on ne sait pas trop dire la proportion, même si globalement, en France, on a plutôt une puissance publique investie dans la recherche par rapport à d'autres pays plus libéraux. Néanmoins, on ne sait pas, dans ce domaine-là, identifier, mais on peut croiser nos regards et peut-être mieux y arriver. En tout cas, on vous en serait reconnaissant. Une des questions que nous avons abordées en amont de cette audition, Madame la Ministre, c'est la question des programmes de recherche européens. Alors, c'est compliqué au niveau français, j'imagine que ça l'est encore plus à l'échelle européenne. Néanmoins, vous n'avez pas évoqué cette perspective qui est Horizon. Horizon, c'est alors, encore une fois, pédagogie. Hein, je veux qu'on comprenne et que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre. Horizon, moi j'ai compris que c'était des programmes pluriannuels. Voilà. Bon. On est actuellement dans une phase d'évaluation, c'est ce que j'ai compris, vous me contredirez le cas échéant, et on est dans un moment où les pays membres, les États membres, la Commission, le Parlement, j'imagine, vont faire des propositions. Est-ce que vous avez connaissance, alors il y a des travaux autour de One Health, d'une seule santé, est-ce que vous avez connaissance d'un programme un petit peu majeur à l'échelle européenne qui porterait sur ces questions-là? Notre sentiment, et j'attends vraiment des éclairages de votre part autant que possible, c'est qu'en France, des travaux sont engagés dans ce sens, notamment par l'INRAE, en partenariat avec le monde de la santé animale, etc. Bon, il y a des choses qui sont faites. À l'échelle onusienne, on a l'alliance entre l'OIE, l'OMS et la FAO, qui a aujourd'hui plus d'une décennie et qui commence à produire des résultats dans cette logique-là d'une recherche combinatoire, globale, etc., des solutions. Est-ce qu'à l'échelle européenne, nous disposons d'un programme phare, structurant, identifié comme tel,
dont c'est la mission et qui pourrait être utile à notre effort de réduction de la phytopharmacie. Oui, alors peut-être en deux parties. Premièrement, ce programme Horizon Europe, effectivement, monsieur le rapporteur, nous sommes dans une phase d'évaluation de l'ensemble du programme. Et nous allons rentrer bientôt, nous n'y sommes pas encore, dans la phase de proposition au 2024, en 2024, milieu 2024. Donc on a, là nous mettons aujourd'hui tous les acteurs, en tout cas côté académique et mon ministère, autour de la table pour préparer le moment où, au moment de l'Europe, nous allons, je dirais, porter des propositions pour réfléchir au prochain programme Horizon Europe. Donc là, au niveau de la Commission européenne, c'est l'évaluation du programme Horizon Europe. Nous, on prépare dans les pays, dans les États, mais va commencer la préparation du futur ou les propositions plutôt en 2024. Donc voilà pour le calendrier des définitions finalement des flagships ou des sujets prioritaires ou des grandes orientations qui seront portées à l'Europe et du bilan d'évaluation qu'on devrait aussi avoir en 2024. Je regarde au niveau Horizon Europe. Pour la première partie, évidemment, puisque Horizon Europe va continuer, mais pour la partie qui est finie, puisque c'est la première étape. Donc voilà pour Horizon Europe de façon générale. Dans notre cas à nous, ce que fait la recherche française en Europe et comment porte l'Europe, peut-être un point, c'est le partenariat au niveau européen qui s'appelle PARC. Donc ce partenariat pour l'évaluation des risques qui est lié aux substances chimiques, ce partenariat au niveau européen, il mobilise 200 partenaires. Dans ces 200 partenaires, il y a 15 partenaires français, 15 acteurs français. Tous les autres sont de différents pays européens. Il y a 28 pays dans ce projet PARC qui est porté au niveau de l'Europe. Donc ce projet, il a vraiment pour ambition de concevoir une évaluation des risques des substances chimiques, comme je le disais, mais des substances chimiques de nouvelle génération, afin de, justement, dans l'objectif de mieux protéger la santé et l'environnement. Donc c'est pour nous, dans les 15 partenaires, ils le mettent en lien, ils l'articulent avec le plan Ecophyto, clairement, pour pouvoir avoir cette articulation avec l'Europe. Et ce partenariat, c'est celui-ci qui est financé par la France, la part France, donc soit en in-kind, via les opérateurs comme l'INRAE ou autres, soit aussi avec un financement qui est estimé par la France entre 3 et 4 millions d'euros qui participent à ce projet. Donc ça, c'est un point. Et c'est un gros projet. Le deuxième, c'est à travers Horizon 2020, donc avant, l'Europe a financé une vingtaine de projets sur les pesticides auxquels participaient des équipes françaises et ces projets qui sont terminés, ceux-là, ont été financés à environ une hauteur de 20 millions d'euros. Et c'est vrai que c'est pour ça que sur ces projets-là, sur cette vingtaine de projets, on a un recul aujourd'hui insuffisant sur Horizon Europe pour avoir des chiffres consolidés, mais c'est en cours. Et puis peut-être parler d'une autre initiative qui est plus sur du One Health, sur une vision santé, mais qui est très illustrative de la coordination de ce qu'on est capable de faire au niveau national, européen et international. Il s'agit du projet Présode. Ce projet Présode, qui est Preventing Zoonoses, ce sont les maladies, tout ce qui est lié à l'émergence des zoonoses. Ce projet Présode, c'est d'une part un projet PEPR, donc projet prioritaire de recherche français, avec un financement de 30 millions d'euros sur 5 ans. Et il est piloté par l'IRD, le CIRAD et l'INRAE. Et c'est aussi une initiative internationale issue du One Planet Summit qui a été initié par le président de la République, organisé en 2021 en France. Et aujourd'hui, en mars 2023, puisqu'il y a eu un point, c'est 210 partenaires internationaux issus de mondes à la fois scientifiques, mais aussi associatifs, académiques, et les gouvernements de 25 pays qui ont signé, on va dire, une déclaration d'intention Présode et qui travaillent sur ce projet Présode à l'échelle internationale. Donc c'est un exemple sur
plutôt à une valence santé globale avec l'émergence des zoonoses, de ce qui peut être fait et de ce qui est fait sur certains projets comme parc au niveau européen. Donc cette santé globale, mais aussi avec des impacts en agriculture, parce que la santé globale, c'est plus une vision globale, holistique. Et donc il faut la décliner en projets. C'est juste énorme, les différents projets scientifiques ou impacts qu'on peut avoir à partir de cette vision, de ce concept de santé globale. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être porté, qui serait discuté en travers nos acteurs, que mon ministère peut discuter pour préparer aussi un projet 2020, mais c'est dans les axes aujourd'hui qui sont discutés. Comme vous le voyez, il y a des projets en cours, et c'est un projet, enfin c'est une vision, un concept qui est largement porté. Pour être une question de curiosité, il y a un grand programme Aqua ou autour de l'eau, je ne sais plus comment. Je me trompe sur le nom, c'est Aqua ou Aqua, je ne sais plus. Enfin, il y a un grand programme eau qui ressemble terriblement à ce que vous dites sur la prévention des zoonoses. Donc il y a plusieurs projets qui font écho aux recherches onusiennes et aux institutions onusiennes et à ce que nous faisons en France. Est-ce que sur le plan européen, vous pressentez que une architecture plus claire en la matière, une orientation, une direction plus claire en la matière serait une proposition pertinente? Il y a besoin de structurer, d'organiser tout ça, ou alors il faut de manière pragmatique prendre les sujets les uns après les autres? C'est une des questions qu'on pose parce que quand on arrive, nous, au bout quand même de nos auditions, on découvre que obtenir 25% de baisse de phyto, c'est de l'optimisation, de la formation, de la performance. Bon, voilà. Si il faut aller plus loin, ça suppose une reconception des systèmes agricoles. Et cette reconception, elle met en branle des questions de métriques d'ensemble, hein, c'est-à-dire les bilans carbone, la contribution à l'atténuation au changement climatique ou non, les questions de souveraineté alimentaire, les questions de biomasse et de leur arbitrage, etc. Bon, bref. Et rapidement, on voit que tout est un peu lié. C'est-à-dire qu'on doit avoir une politique... Pour régler les questions des phytos, il faut avoir une politique de production animale et choisir un système d'élevage. C'est en France, pour être pragmatique, et des relations commerciales qui les protègent et non pas qui les fragilisent. Tout se tient, quoi. Bon. Et c'est pour ça que je vous interpelle non seulement sur la prévention des maladies, mais sur comment est-ce qu'on pourrait engager une transition écologique qui soit en sécurité sanitaire, au vu des impacts multiples, des dangers d'aujourd'hui, etc., des dangers compressants dans le dérèglement climatique et toutes les conséquences qu'il a et qui sont encore plus dramatiques depuis quelques jours. On a eu des annonces qui sont terribles, quoi. Bon, depuis 2 jours, je crois, on a appris que les processus d'accélération qu'on avait prévus sont démentis. Ils sont pires. Voilà. Bon, ils sont pires. Bon, est-ce que on va, on en avait parlé un peu avant, il n'y a pas de surprise, hein. Est-ce que vous pensez, nous ne veut pas faire du design ou de la communication, quoi, mais faire une proposition en disant l'Europe peut renforcer un programme global autour d'une seule santé qui soit au service de la prévention des risques et en même temps d'une cohérence avec les transitions liées au changement climatique, etc. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui est trop fragmenté aujourd'hui, qui mériterait d'être unifié et renforcé? Si ce n'est pas pertinent de votre point de vue, j'hésiterai à en faire une proposition. Vous avez une responsabilité importante dans votre réponse. Merci, monsieur le rapporteur, pour la pression. Alors, je pense que c'est vraiment un point qui rejoint, c'est la même question sur le One Health pour moi que sur les points au niveau biodiversité climat. C'est-à-dire que c'est des visions holistiques et systémiques. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le One Health, comme quand on traite climat, biodiversité, sur le côté très holistique et systémique. On ne peut pas définir des priorités de projet, parce que sinon, on ne traiterait pas l'ensemble et on oublierait les interactions. Donc, on ne peut pas aller quelque part au niveau très, directif sur un grain trop fin. Mais de dire aujourd'hui, et je pense que c'est les discussions qu'il y aura dans les prochains européens, comme de définir des grandes priorités, des grandes thématiques, dont One Health, avec les risques sur effectivement la santé. Mais One Health, encore une fois, c'est un spectre très très large qui va se décliner
en projet. Alors, peut-être un exemple. Aujourd'hui, à l'Europe, il y a depuis quelque temps, je pense 2 ans ou quelque chose comme ça, il y a ce qu'on a appelé la définition de mission. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui justement rejoint cette vision plus thématique, plus transverse et pas de projets très disciplinaires ou fins. Je vous en cite, j'ai pas la 5e, mais on a la mission eau, on a la mission climat, on a la mission cancer et on a la mission ville, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment à la fois des priorités actuelles, mais assez transverses ou pointues. Donc, c'est vrai que c'est une discussion et une étude qu'il faut qu'on ait sur quel grain on se place. Est-ce qu'on pousse une vision très large One Health ou est-ce qu'on descend à un grain plus faible sur, effectivement, des impacts de points particuliers? Et je pense que c'est vraiment le travail qu'on doit faire avec les acteurs et l'articulation des priorités nationales et européennes, on va parler de l'Europe, à faire. Je pense que l'exemple de Présode est un bon exemple de travail d'articulation sur l'émergence des zoonoses entre le national et l'Europe. Je pense qu'il y a d'autres projets comme ça sur le One Health, sur les exposomes ou autres qui sont traités. Et je pense que nos agences de programme par rapport à des priorités thématiques vont représenter, vous allez avoir la réponse quand on annoncera, c'est pas, je vais rien déflorer si je dis qu'il y a une agence de programme en santé. Et c'est vrai que dans la notion de santé, même si on ne l'a pas affiché comme ça, la notion de One Health va être très présente à décliner. Mais par contre, la santé ne pourra pas travailler tout seul sans avoir une interaction à côté avec celui qui va s'occuper du climat ou celui qui va s'occuper de l'agriculture alimentation. Donc à la fois, c'est des gros blocs, donc il faut des agences de programme qui s'occupent et qui animent les acteurs et qui aient la coordination avec l'Europe. Et à la fois, il faut avoir aussi le lien en transverse et c'est tout le travail interministériel et je pense de pilotage de l'État et du ministère qui doit avoir là-dessus. Donc c'est un peu matriciel entre ces grandes thématiques coordonnées État-Europe et entre les thématiques, parce que c'est un concept très large, un pilotage et une coordination, un peu comme avant on disait interdisciplinaire, là on en est à interthématique. Et le One Health, c'est vraiment de l'interthématique. Enfin, c'est une vision holistique et systémique très grande. Je ne sais pas si j'ai répondu... Alors oui, on me dit, et c'est vrai, j'aurais dû finir par là, mais commencer, le partenariat One Health a été proposé par la France, ou sera proposé par la France. On ne sait pas si elle sera sélectionnée en janvier 2024, mais cette vision, ce concept One Health, c'est quelque chose que l'on porte, qui est à porter. Pardon. Merci. En tout cas, je note que l'intuition que nous portons dans la commission autour d'un renforcement d'un savoir holistique et en même temps qui puisse se décliner de façon opérationnelle sur la prévention des conséquences, des impacts des pesticides n'est pas inutile. Et nous continuons peut-être le dialogue, même après cette audition, pour voir comment formuler quelque chose qui converge, tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, nos intuitions rejoignent les vôtres et nous nous en réjouissons. Dernière question. Elle porte sur le lien entre la recherche et le développement. On va vous épargner la faillite du lien entre le développement et l'accompagnement, le conseil, hein, qui est vraiment... mais ça, je pense que c'est plus le ministère de l'Agriculture que vous, on ne va pas vous en faire le grief. Il y a eu une véritable incurie. Là, on n'a pas été on n'a pas réussi à massifier les solutions qui existaient, n'ont pas été massifiées. Bon. Par contre, on a auditionné les instituts, on a auditionné plusieurs filières. Et l'interrogation qui est la nôtre, c'est de dire est-ce que on a assez challengé la recherche fondamentale, la recherche exploratoire, etc., pour qu'elle se mette, alors qu'elle continue à travailler pour le 21e et le 22e siècle, mais qu'en même temps, elle soit capable d'apporter des solutions délivrables qui redonnent le moral dans ceux-là qui trouvent des solutions, etc., pour obtenir des victoires maintenant. Et il nous semble que il y a quelque chose qui a failli. Alors, loin de nous l'idée de dire c'est la faute de la recherche fondamentale, de tel institut, etc. Mais est-ce que vous prenez en compte cette question que entre la recherche, les instituts techniques, dans leur diversité, il y a du dialogue, mais il n'y a pas toujours assez, il n'y a peut-être pas assez de compréhension. Quel est le rôle du ministre en la matière?
qu'est-ce qui peut être amélioré. Et je sais la tension entre le besoin que toute la recherche ne soit pas pleinement orientée vers des solutions pragmatiques, parce qu'elle passera à côté des sujets de demain et de la hauteur de vue qui doit être la sienne. Pour autant, il y a une sorte d'urgence. Est-ce que ce dialogue s'est bien opéré? Alors, c'est une question qui ne touche pas que ce domaine, c'est la question que vous posez. Et c'est une question aujourd'hui qui, je dirais presque, pour moi et pour la majorité des chercheurs aujourd'hui dans n'importe quel domaine, comme la réponse aux défis et aux enjeux demande de casser les silos disciplinaires et de favoriser l'interdisciplinarité, eh bien c'est la même chose par rapport au lien fondamental appliqué et transfert et innovation-transfert. C'est un continuum. Je dirais qu'il y a des labos aujourd'hui qui ne parlent plus de recherche fondamentale d'un côté ou de recherche appliquée qui font le lien. Donc oui, c'est quelque chose qu'on prend en compte de plus en plus. C'est quelque chose qui devient, je dirais, très porté par aussi bien les organismes de recherche que par les universités et les sites. Je vous donne un exemple. On a lancé en juin dernier les pôles universitaires d'innovation. Ces pôles universitaires d'innovation, c'est quoi? C'est la façon de coordonner l'ensemble des outils qu'on a mis. L'ensemble des outils, c'est les incubateurs qu'on a mis sur les campus, c'est les sociétés de transfert technologique vers l'entreprise ou de la création de start-up qu'on a mis. Et c'est comment aujourd'hui faire en sorte que dans tous les laboratoires académiques, une découverte scientifique, on a le réflexe de la sortir en innovation et en transfert. Donc on a mis avec les PIA et les France 2030 des outils qui permettent d'aider ou d'apporter des compétences pour faire le lien entre l'entreprise et la recherche académique, de transfert, de création de start-up, de valorisation, etc., de gens qui savent ce que c'est que le marché, des gens qui identifient les besoins dans le marché, qui vont venir chercher ce qui est fait dans les laboratoires et qui vont vraiment valoriser ça. Et de l'autre côté, aujourd'hui, ces PUI permettent de coordonner. Donc un autre exemple, c'est l'INRAE a une cellule recherche, innovation, transfert qui marche bien aujourd'hui et qui permet d'une part soit de créer des startups, d'accompagner le chercheur, le doctorant, de créer des startups, soit de sortir une découverte d'un laboratoire et de la transférer à une entreprise ou à une industrie. Et travaille énormément dans ce sens avec les instituts technologiques. Voilà. Et je pense qu'il faut voir ça comme un continuum. Il n'y a pas une culture aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui font plus de recherche fondamentale et il faut continuer pour le long terme. Mais dans un même labo, dans des mêmes organismes, il ne faut pas remettre le silo de ceux qui font la recherche fondamentale et que ça, et de ceux qui font l'appliqué ou le transfert. Sinon, on va retomber à ce qu'on a connu il y a des années, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas ce qui se fait, ne se parlent pas et n'ont pas une culture qui permette d'avoir ces échanges. Et on a les bourses CIFRE. Ces bourses CIFRE, ce sont des bourses de doctorat, vous les connaissez, voilà, qui font... voilà. Et c'est sur des outils comme ça qu'il faut développer, comme les LabCom, les laboratoires communs entre un laboratoire académique et un laboratoire d'entreprise. On a des laboratoires communs avec un organisme, une université et une entreprise, avec Thales, avec d'autres, Sanofi, etc. Ces laboratoires communs sont financés par l'ANR pour démarrer. C'est tous ces outils qui vont permettre effectivement de faire ce transfert. Et dans le domaine dont on parle aujourd'hui, et en particulier l'INRAE, qui est, je dirais, un organisme de recherche fondamental, mais aussi assez finalement orienté, dirigé, qui a un pilotage de la recherche. Et c'est cet équilibre entre le déploiement des politiques publiques, la définition de stratégies, c'est la discussion qu'on vient d'avoir tout à l'heure, définir One Health, comment, les projets, etc. Et la recherche fondamentale qui va foisonner, qui va alimenter le futur de notre stratégie. C'est le rôle de ces agences de programme qui vont créer des tuyaux entre l'alimentation par le terrain et l'expertise scientifique pour alimenter une politique publique, faire des priorités, et ensuite le même tuyau utilisé pour redéployer cette recherche dirigée, cette recherche de politique publique. Et dans ce redéploiement, il y a la valence, il y a la partie de dialogue avec les entreprises, de transfert. Alors, je parle d'entreprise, mais là, il faut aussi parler des usagers et avec les agriculteurs. Et par exemple, à l'IRD, au CIRAD ou à l'INRAE, et développer toute une direction de sciences participatives
Par exemple, dans le PPR Outre-mer, il y a une grosse partie de sciences participatives qui veut dire quoi? Qui veut dire on identifie le besoin avec les usagers pouvant être les territoires d'outre-mer ou bien les agriculteurs. Ensuite, on fait la recherche et ensuite, on revient donner les résultats de la recherche à ces usagers qui vont essayer de mieux, bien l'utiliser et ensuite le déployer, faire ce que vous avez parlé, c'est-à-dire la massification. Donc, que ce soit le transfert, que ce soit la diffusion de culture scientifique ou que ce soit la science participative, c'est des axes que l'on étudie, et particulièrement dans ce domaine-là, et dans le domaine avec l'INRAE, c'est déjà en cours, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on appuie beaucoup si on veut passer ensuite à la massification, à l'utilisation de la recherche qui est faite dans les laboratoires. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ce sont des sujets qui sont très ardus, et merci de nous apporter ces éclairages. Je suis, comme le rapporteur, très preneur de ce que vous pourrez nous fournir d'écrits qui puissent aider à la rigueur de la rédaction du rapport et des recommandations. J'aurais pour ma part 2 questions avant de passer la parole à notre collègue Laurent Sédiel qui voudrait vous interroger aussi. Ma première question, c'est 2 points sur lesquels je souhaite revenir, qui ont été abordés en fait, porte sur la lisibilité de la politique publique en matière de recherche agronomique. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que cette lisibilité est suffisamment établie? C'est-à-dire que si on se projette un peu en arrière, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une équation très complexe à résoudre, mais qui était quand même très claire. Il fallait produire plus, sur pas plus de terre, avec moins d'actifs, et pour moins cher. Et l'orientation de l'ensemble des acteurs, privés et publics, a été... il y a eu une convergence extraordinaire, et d'ailleurs des gains de productivité en l'espace d'une génération absolument fulgurants. Qui ont largement conduit à la dépendance à la chimie qu'on connaît aujourd'hui, du reste. Puisque, typiquement, la sélection variétale a abouti à de bien meilleurs rendements, mais avec des variétés plus fragiles et plus gourmandes, pour le faire court. Aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi l'équation? Sachant qu'en fait, on a un système qui a été évoqué, qui est complexe, avec beaucoup de paramètres. L'eau, la biodiversité, le carbone, le revenu agricole, la souveraineté alimentaire. L'optimisation du système qui ne peut correspondre à la maximisation d'aucun de ces critères, c'est une optimisation par rapport à quoi? Enfin, est-ce que vous diriez que les chercheurs de l'INRAE, du CNRS, de l'IRD, alors IRD-CIRAD, c'est plus agrotropical, mais sont dans un alignement sur voilà quelle est la politique publique de la recherche agronomique pour déployer la transition attendue? Est-ce que vous diriez que c'est suffisamment clair? Ou est-ce que vous pensez que ça devrait faire l'objet d'un momentum ou politiquement d'une étape qui permette justement de cristalliser, je dirais, cette politique publique? Merci beaucoup pour cette question, parce que ça me permet de préciser un petit peu certaines évolutions, peut-être en 3 points. Peut-être que si on devait, au niveau sciences et orientation, faire sortir, je pense qu'aujourd'hui, le mot agroécologie résonne particulièrement, est une direction parmi l'ensemble à déployer et vraiment à regarder en recherche agronomique. Donc ça, c'est si je devais donner. Le deuxième point, c'est la nécessité d'avoir cette vision transversale. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau français, ce qui joue le rôle au niveau gouvernance, pour moi, d'une certaine planification qui fait, c'est le rôle du SGPE, qui effectivement coordonne et a ce rôle aussi de gouvernance. En plus, vous savez, du comité scientifique avec l'ensemble des ministères. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce rôle d'SGPE, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la vision holistique, la vision systémique, que tout bloque dans tout. Et donc, on est obligé de définir des projets avec des périmètres, mais on ne peut pas ne pas avoir à un endroit ou au niveau des pilotages cette vision transversale pour faire évoluer la science. Et je pense qu'à la fois les ministères, ce comité ce COS avec les ministères, mais le SGPE dans la gouvernance est quelque chose d'important à articuler. Et le dernier point où je vous rejoins, c'est comment les chercheurs, c'est votre question, c'est-à-dire le côté plus académique, déploient, comprennent la politique publique, participent à la faire, mais aussi la déploient efficacement, et comment on l'affiche.
Et pour moi, la réponse est justement ce qu'on réfléchit depuis pratiquement un an, là, qu'on est en train de construire, parce que c'est autant la France, la recherche doit garder absolument ce côté bottom-up pour prévenir l'avenir, mais l'un n'empêche pas l'autre. Autant il faut qu'on ait une coordination des acteurs français sur les thématiques prioritaires de recherche qui définissent la stratégie nationale de recherche. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la complexité de ces thématiques et leur imbrication fait qu'effectivement, il faut qu'on l'organise. Et comment on l'organise? Pour moi, la réponse va être au niveau académique, va être dans les agences de programme, qui va définir 6, 7 agences de programme qui correspondent à des thématiques prioritaires de recherche. Donc là, on va partir d'un état des lieux et poser le paysage. Et donc, ces agences vont être coordonnées par un acteur. À l'intérieur, vont mettre autour de la table, d'une part, tous les acteurs académiques. Je prends l'exemple de la santé pour le prendre. Il va être coordonné par l'INSERM, mais le CEA fait de la santé, le Sciences de la vie, le CNRS a un institut Sciences de la vie, les universités font. L'INSERM aura comme lettre de mission, comme mandat du gouvernement, de coordonner tous les acteurs. Et cette lettre sera une lettre interministérielle, parce que même s'il s'agit de recherche, vous l'avez dit, c'est une recherche académique, mais qui doit aller jusqu'à la recherche clinique en santé, donc avec les hôpitaux, donc bien évidemment avec le ministère de la Santé, qui joue un rôle fondamental. Il doit aller sur aussi les impacts, que ce soit l'utilisation du numérique, parce que la santé aujourd'hui, sans l'intelligence artificielle, sans la robotique, n'est rien. Donc on voit bien aussi d'autres volets importants sur lesquels ça doit agir. Et puis, tout ce dont on parle aujourd'hui, d'impacts environnementaux, pesticides, etc., sur la santé. Donc, cette notion d'interministériel doit aussi être présente au niveau de cette agence. Et cette agence, comme je le disais tout à l'heure, servira par la suite à faire remonter des réflexions de tous ces acteurs pour préparer la suite. Et ensuite, quand l'État aura défini sa politique publique nouvelle de 2040-2050, s'en servira comme tuyau inverse pour déployer efficacement sa politique publique et, je dirais, jouer équipe France au niveau des acteurs académiques. Alors, acteurs académiques qui sont le cœur de ces agences, puisque c'est sous mon ministère, mais évidemment, si je reprends l'exemple de la santé, il y aura dans les comités le rôle des industriels, parce que, comme vous le disiez, il y a ce transfert et recherche clinique avec les hôpitaux, mais aussi médicaments ou soins au niveau de l'industrie, mais aussi les patients, par exemple, les associations de patients. Donc, on ouvre et on est en train de réfléchir à comment embarquer aussi bien cette vision interdisciplinaire, interministérielle de politique publique, mais à l'intérieur, une vision de coordination des acteurs qui ne se limite pas aux acteurs académiques, même si sa mission pour ces agences-là restera académique. Et je pense que sur ces 3 volets, donc les agences qui devraient jouer ce rôle-là vis-à-vis de nos chercheurs, vis-à-vis de nos opérateurs de recherche, dans les 2 sens, je dirais les orientations que l'on doit co-construire, type c'est quoi pour l'agriculture, est-ce que l'agroécologie, comment on le décline, etc. Et puis ce rôle interministériel fort qui est aujourd'hui joué par le SGPE. Merci. Jacques, la question peut être posée de manière simple, la réponse engage énormément de ce qu'on peut percevoir comme des bouleversements dans l'appareil d'État et dans le fonctionnement traditionnel de différentes institutions que vous avez évoquées. J'en viens avec vous avez évoqué la notion de recherche participative. Et là, ma deuxième question porte sur la notion de vulgarisation et de culture scientifique. On a aussi, à l'occasion de cette commission d'enquête, pu constater à quel point il y a des remises en cause que je ne juge pas. Mon propos consiste pas à les juger. Mais il est répandu, en fait, énormément de doutes, de suspicions même, sur la donnée disponible, sur la véracité de la donnée disponible, son caractère scientifiquement fondé, avec des contradictions qui peuvent être stupéfiantes à une échelle complètement profane, et qui remettent en cause, évidemment, la pertinence, voire même la probité de la décision publique. On est sur un niveau de doute et de suspicion, y compris sur la connaissance scientifique disponible, sur ce qui est vrai en réalité, qui atteint des proportions qui sont inquiétantes, en fait. Et
Donc, ma question porte sur tout ce que vous nous avez décrit, en matière de politique publique et d'orientation de long terme. Est-ce que cette question de la culture scientifique et de la vulgarisation a une part? Parce que ça ne s'improvise pas d'avoir des scientifiques qui savent, sans être inexacts. Alors, je crois savoir que vous êtes... je pense au domaine de la physique quantique, qui est un domaine très abstrait. C'est un langage mathématique. On a vite fait de raconter n'importe quoi si on en parle en langage courant. Et ça nécessite une très, très solide formation à la fois académique et une formation en matière de communication, j'ai envie de dire, pour savoir adopter différents niveaux de langage et ne pas être inexact tout en étant imprécis ou approximatif pour se mettre à portée. Est-ce que cette question-là occupe une place? Parce qu'il semble quand même qu'en matière de politique publique, et pour nous législateurs, cette dimension de la culture scientifique et de la vulgarisation, elle est quand même assez centrale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être plus synthétique parce que c'est une question, d'une part, d'une telle importance et qui peut aller très loin. Je vais essayer de le séquencer peut-être dans votre question. Il y a plusieurs points. Oui, ça prend une part et c'est important. Peut-être le premier point, et je vais aller très vite, c'est la science participative, qui n'est pas vraiment la culture scientifique. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est comment faire intervenir les usagers dans le développement de l'identification des problématiques et ensuite dans la restitution de la recherche et une meilleure utilisation. Donc ce point-là est quelque chose, comme je vous l'ai dit, en particulier sur l'INRAE dans nos domaines, mais qui est quelque chose qui est de plus en plus développé parce que ce soit en santé, en incluant les associations de patients ou autres, il est important ensuite, on le voit, vous avez cité le quantique que je connais bien, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui est un exemple qui va être très vite probant sur ça. Et effectivement, l'accès, ça va créer des gaps si on ne fait pas quelque chose sur comment utiliser, comment mieux utiliser. Parce que quand effectivement la technologie, l'évolution scientifique est là, il faut à la fois mettre des limites, des cadrages de l'éthique, mais aussi la rendre accessible et l'utiliser intelligemment. Donc c'est fondamental. Et au niveau de la recherche, cette partie science participative est développée de plus en plus dans les projets. Ensuite, je vais revenir à le côté science, culture de diffusion scientifique et culture scientifique. Je pense que là, peut-être en 2 points, c'est quelque chose que l'on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale aussi, parce que donner cette culture scientifique, on en a besoin en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que journaliste, en tant que beaucoup de métiers qui ne sont pas des métiers scientifiques au sens cœur de métier, pour pouvoir comprendre le monde du 21e siècle. Donc c'est clairement, effectivement, quelque chose sur lequel la base de culture scientifique doit devenir dans l'éducation quelque chose d'aussi naturel que les bases dont on a l'habitude depuis très longtemps. Et je pense que la réflexion que l'on a avec le ministre et le ministère de l'Éducation nationale dès la formation de professeurs des écoles et la place que prend la formation scientifique jouera un rôle aussi pour que de petits, on s'habitue et on n'ait pas peur de la science. Et dans la science, c'est mon 3e point, je pense qu'il y a la connaissance des domaines, mais il y a la méthode. Et la méthode scientifique, vous pouvez l'appliquer à, je dirais, n'importe quel sujet. C'est une façon d'appréhender les choses, c'est une façon de dérouler un raisonnement, c'est une façon peut-être plus forte d'ouvrir un esprit critique. Et je pense que quand on parle de citoyens éclairés, d'avoir une méthode scientifique, et ça, finalement, on va l'apprendre en faisant de la science, mais presque, je dirais que la science, c'est juste une excuse pour développer la méthode scientifique, et on peut le développer, science avec un grand S, dans beaucoup de disciplines. Et je pense que ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez de doute et de suspicion et de choses contradictoires, le doute et la contradiction dans la science, l'évolution de la connaissance, c'est la base de la méthode scientifique. Et ça, il va falloir, je dirais, en tant que politique, pour pouvoir être éclairé par la science, s'habituer que la science ne peut pas vous donner quelque chose de figé, de sûr, ou en tout cas pas tout le temps, mais peut expliquer
effectivement en quoi c'est sûr, en quoi c'est pas sûr, quels sont les doutes, quelles sont les hypothèses de départ. Et la science est faite de doutes et d'hypothèses. Alors c'est quelque chose de difficile à conceptualiser et à prendre, surtout qu'on en a besoin de prendre des décisions. Mais oui, la science pourra vous donner une théorie à un moment et 50 ans plus tard, la théorie aura évolué parce que les connaissances auront évolué. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et je finirai par, dans notre domaine, ce que l'on fait, c'est-à-dire effectivement dans tout ce qui est climat, biodiversité, mais aussi impact à agriculture, mais pesticides ou autres. On a j'ai porté le fait qu'à partir de 2025, tous les étudiants de premier cycle dans l'enseignement supérieur auront une formation aux transitions écologiques et de façon globale. Et ça, je pense que cette sensibilisation, en plus de formation plus spécifique, est absolument nécessaire à tous les niveaux et peut être inclus même dans toutes les disciplines, dans tous les enseignements. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de monter, comme le ministre des Fonctions publiques est en train de développer cette formation à tous les cadres de la fonction publique. Et pour la diffusion de culture scientifique, et vous l'avez très bien dit, comment un scientifique peut formaliser de façon la plus simple, mais en gardant la plus juste possible, des concepts difficiles, mais ô combien utiles pour comprendre le monde et construire l'avenir, finalement, eh bien, nous avons mis 1% du budget de l'ANR sur la diffusion de culture scientifique. Nous avons labellisé des projets scientifiques en sciences avec et pour la société. Nous avons inclus un label qui s'appelle le label SAPS, qui est Science avec pour la société, aussi bien sur des projets que aussi des établissements qui ont porté des projets de diffusion de culture scientifique sous ce label. Et nous développons de plus en plus pour les doctorants, je crois beaucoup au fait de l'apprendre au moment du doctorat, ce que l'on appelle un complément au contrat doctoral de recherche. Vous savez, avant les doctorants faisaient en complément de l'enseignement, ce qu'on appelait les monitorats, etc. Aujourd'hui, ils peuvent être financés en complément de leur contrat de recherche pour faire un contrat de diffusion de culture scientifique. Donc ils sont formés, parce que ça se forme, vous l'avez très bien dit, on ne s'improvise pas médiateur ou diffusion, et pour autant il faut avoir des bases solides en sciences, donc ils sont formés. Et ensuite, ils vont avoir un projet, soit auprès d'écoles de diffusion de type la main à la pâte, avec des associations, soit auprès de grands publics, avec des exposés, etc., mais avec des projets pour la société et avec la société, avec des projets Arts et Sciences, par exemple. Il y a des festivals Arts et Sciences qui sont portés par des universités, par exemple, et qui sont beaucoup menés par des projets de doctorants. Donc ce sont de multiples projets en diffusion de culture scientifique qui sont portés par le ministère aujourd'hui. Très bien, très rassurant. Merci, Madame la Ministre. Madame Edel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, d'être là. Merci d'apporter de la science. Nous avons besoin de science dans nos sociétés, car bien évidemment, on ne peut se permettre de prendre une décision sans avoir été éclairé au préalable. Pour ma part, j'aurais quelques questions, notamment en lien avec des éléments qui ont été posés, notamment par le rapporteur, et notamment sur la notion des chiffres que vous avez évoqués concernant l'effort de recherche fait dans la phytopharmacie. Quand on parle de phytopharmacie, de produits phytopharmaceutiques, de pesticides, c'est une notion qui recouvre de nombreux produits. Donc si on donne des chiffres d'affaires, si on donne des résultats, si on donne des bénéfices, aurons-nous la possibilité de faire des distinguos entre ce qu'on peut appeler des pesticides dits chimiques, des pesticides dits naturels, des biocides, de la recherche sur des insectes dits stériles? Aurons-nous cette possibilité-là? Parce qu'il serait regrettable que l'on tire des conclusions hâtives de montant de chiffre d'affaires par rapport à cela, par rapport à une globalité. Pour ma part, il me semble qu'il est très important, d'avant de tirer des conclusions, de savoir de quoi on parle. Et donc, c'est pour ça que je me permets de vous poser cette première question. Et ma deuxième question, elle est sur les types de travaux de recherche qui sont faits en lien avec, à nouveau, ces questions de prédateurs que l'on retrouve au niveau des exploitations agricoles. On a de nombreuses cultures qu'on dit orphelines.
notamment l'arboriculture. Je vais citer la cerise parce qu'il faut que je la cite. Ça peut être la noisette. Énormément de filières où on n'a pas de solution. Alors, j'attends pas de votre part de me dire comment on va faire. Moi, ma question, c'est plutôt comment fait-on pour qu'on ait de la recherche sur ces productions dites orphelines? Alors, bien évidemment, je sais qu'il y a très peu de producteurs. Je vais faire un parallèle avec la médecine. On a aussi des maladies sur lesquelles on a très peu de malades et où on a besoin malgré tout de travaux de recherche. Donc, est-ce que vous avez des pistes pour ces filières où il y a peu d'acteurs qui produisent et donc des chiffres d'affaires très réduits et donc ça n'intéresse pas le privé et il peut y avoir une certaine logique à ce que ça n'intéresse pas le privé. Donc, comment fait-on par rapport à ce type de filière? Enfin, par rapport à l'ensemble des intervenants qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, et vous avez déjà commencé à y répondre, nombre ont évoqué une inadéquation entre les travaux qui peuvent être menés par la recherche et ce qui se passe sur l'exploitation agricole. Est-ce que vous avez des bouts de piste, sachant qu'il est évident que l'on fait en laboratoire, ce que l'on fait sur une parcelle expérimentale et ce qui se passe dans une exploitation agricole où on est censé vivre de son activité, on est censé produire suffisamment à la fois pour se payer soi-même, mais surtout pour payer l'ensemble de ses intrants et l'ensemble de ses salariés si on en a, comment est-ce que l'on fait? Donc, est-ce que vous avez des éléments par rapport à ces différents points? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Peut-être sur le dernier point, comment rendre plus en lien les travaux, le monde de l'agriculture et les travaux qui sont faits sur les fermes, les propriétés agricoles et le monde de la recherche. J'ai peut-être deux pistes et c'est des choses à travailler. La première piste, et ça rejoint votre question sur comment connaître finalement le spectre de recherche ou toute la recherche qui peut être faite sur certains domaines. Je pense que la porte d'entrée qu'on est en train de créer sur ces agences de programme, pour moi, est une des réponses que l'on doit travailler. C'est-à-dire que si on a une agence de programme qui est en lien avec l'agriculture, qui est par exemple coordonnée par l'INRAE, il coordonne tous les acteurs de la recherche qui travaillera sur ces thématiques-là. Et donc, un de ces rôles qui sera marqué dans la lettre de mission, c'est de tenir une sorte de cartographie des acteurs, des laboratoires et cartographie des thèmes et de ce qui s'y fait. Parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir agir avec les acteurs de façon plus fluide, de leur donner plus rapidement l'argent, mais tout en sachant où on le donne, pourquoi et comment, et de façon plus fluide. Donc son rôle d'avoir cet état de veille, de cartographie et de faire, je pense qu'il pourra être la porte d'entrée pour pouvoir dire j'ai ce problème, quelle recherche existe ou à qui je dois m'adresser pour développer une recherche qui peut m'apporter une réponse. Et c'est vraiment l'objet. La deuxième chose, c'est cette adéquation. Donc, de la même façon, je l'ai dit, je dirais sur les deux côtés, quand on fait de la recherche, on travaille à développer la recherche participative et l'INRAE en particulier travaille à bien identifier les besoins des usagers, des utilisateurs. Et de l'autre côté, à comment on transfère la recherche des labos avec tous les outils que j'ai donnés pour travailler avec l'industrie, pour adapter aux besoins agricoles. Là encore, peut-être deux réponses, toujours cette porte d'entrée. Je pense que dans la gouvernance des agences, il y aura les usagers comme il y aura les industriels. Donc cette notion de recherche participative sera intégrée dans les missions et donc dans la gouvernance, premier point. Et deuxième point, je pense aux fermes défis, aux 3000 fermes défis qui ont expérimenté justement, alors moi je serais intéressée d'avoir, puisqu'on nous met, je vois, qui ont ce réseau en fait des 3000 fermes défis, puisque le résultat qu'on a, c'est une diminution de la pression des pesticides de 26%, sans pour autant avoir d'incidence sur le rendement, et par l'utilisation par les usagers. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces expérimentations qui ont été faites pour pouvoir continuer à les faire et utiliser les agences. Par rapport à ce point, malheureusement, les fermes défis ne travaillent pas obligatoirement sur les filières orphelines.
voilà, du moins, si vous pouviez amener du moins, si vous aviez des éléments par rapport aux filières orphelines, merci. Pardon. Alors, je parlais des fermes des filles par rapport à mieux identifier et comment on expérimente avec les agriculteurs, avec les usagers. J'étais alors sur effectivement les cultures orphelines. Vous avez parlé de la cerise, il y a la noisette, voilà. Et comment donc 2 réponses. Premièrement, qui fait vous rentrez par l'INRAE et je pense que cette porte d'agence de programme sera d'autant plus utile typiquement à ces sujets-là pour avoir cette cartographie. Donc ça. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Donc si je prends l'exemple de la cerise, parce qu'on l'a pris un petit peu pour regarder, c'est effectivement comment fournir aux agriculteurs des outils, des méthodes durables et efficaces pour protéger typiquement leur culture des cerises contre les attaques des insectes et avec la mouche Drosophila suzuki. Là, voilà. Donc c'est vrai qu'on a financé avec l'ANR, c'est de la financement public. Ça répond à une de vos questions de tout à l'heure. Entre 2015 et 2021, il y a eu 9 projets de l'ANR, dont un projet Ecophyto Maturation, donc qui développe des outils pour être, je dirais, comment dire, utilisables directement par les utilisateurs. Et cela a représenté plus de 3 millions d'euros au niveau de la cerise uniquement d'investissement recherche. Donc vous le connaissez, je pense que c'est vraiment un cadre avec effectivement ces recherches qui ont développé ces insectes, ça ne me vient plus, mais vous l'avez dit tout à l'heure, insectes stériles, merci beaucoup. Les insectes stériles, et là on en est avec ce projet de maturation à comment on massifie ça et comment on passe à l'échelle. Donc c'est de l'argent public, que ce soit au niveau de la recherche fondamentale qu'ensuite au niveau de la maturation, puisque c'est typiquement du soutien soit de l'ANR au départ, soit de France 2030 ensuite au niveau du financement. Et je pense que ça a été pareil pour la recherche. Sur la noisette, les premiers travaux de l'INRAE qui ont anticipé un peu l'interdiction des utilisations des produits ont porté d'abord sur vraiment l'identification des molécules responsables de l'attraction. Là, c'était le balana, qui typiquement par le noisetier. Et travaille effectivement aujourd'hui avec l'Association nationale des producteurs de noisettes et la coopérative, par exemple Univoc, et c'est l'INRA de Versailles-Grignon qui fait ce travail-là avec ces associations sous cette forme-là. Donc c'est un travail qui est en cours sur la noisette, c'est un travail qui est plus abouti sur la cerise, mais effectivement c'est plus de l'argent public qui finance ces travaux un peu de ce qu'on appelle les cultures orphelines. Merci, Madame la Ministre. C'est bon, Madame Ménel, vous n'avez pas de... Je crois que le rapporteur a encore un élément à demander. Ah, pardon. Juste, vous n'avez pas répondu sur la question concernant le distinguo sur les éléments... Du moins, je ne sais pas s'il y a une réponse, hein, en matière de chiffre d'affaires, sur les différents types... Du moins, la réponse, c'est qu'on ne pourra pas avoir de réponse. On ne pourra pas avoir de distinguo entre une entreprise qui produira des pesticides dits chimiques, dits naturels, des insectes stériles. On aura donc des chiffres agglomérés. En tout cas, nous, effectivement, moi, je ne peux pas vous donner cette réponse. Je pense qu'on a moins accès, nous, et même de savoir si on peut l'avoir ou pas, je ne préfère pas vous donner cette réponse. Monsieur le rapporteur. C'est pas... On était un tout petit peu distrait avec le président, vous prie de nous excuser, mais on analysait les conséquences en direct de l'échec du règlement sûr. C'est que ce qui est certain, c'est qu'il y aura une nouvelle proposition de la Commission, mais on sera dans la prochaine mandature. Donc on en reprend pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans des perspectives qui ne sont pas du tout heureuses, c'est un événement absolument majeur. Bon. Donc on faisait part de notre désolation commune et on avait les dernières informations qui arrivaient, je voulais les en informer en même temps. Donc c'est dur de reprendre le fil après tout ça, mais juste une critique du plan français tel que vous l'avez élaboré avec vos collègues de l'agriculture, de la santé et de l'écologie. Ils misent énormément sur les filières. Alors on nous dit c'est bien parce que ça met dans le coup l'amont, enfin l'aval, et c'est important que les distributeurs, les transformateurs, demain les consommateurs soient associés à cette valorisation des produits bas intrants.
Néanmoins, toute la dimension agronomique, territoriale, paysagère, ne doit pas en souffrir. Est-ce que vous avez, sur ces questions-là, c'est très technique, hein, mais un avis, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est capable, et c'est un appel peut-être que je vous fais au-delà de la commission d'enquête, hein, c'est à veiller à ce que cette approche filière ne soit pas prédominante, alors même que nous savons que ce n'est pas culture par culture, molécule par molécule, que nous trouverons les solutions systémiques auxquelles appelle une ambition, si elle est maintenue par la France, de moins 50% de pesticides. Première question. Et puis, d'abord, je remercie notre collègue Laurence d'avoir pointé la question des cultures orphelines. Il y a des enjeux de territoire, il y a des enjeux de souveraineté alimentaire nationale sur certains secteurs, donc c'est un point extrêmement important. Et je note que dans des logiques de péréquation et de mutualisation, des efforts singuliers de recherche peuvent être faits là où le marché ne répondra pas spontanément. Il y a un autre domaine sur lequel on est certainement en retard, c'est notre autonomie en protéines pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Est-ce que sur ce point, vous avez des choses à nous dire? Et enfin, dernière question, j'en terminerai par là avant de dire quelques mots de conclusion, moi aussi, comme le président l'a fait en introduction, c'est la question des néonicotinoïdes. Alors, vous n'êtes pas responsable, mais donc pas coupable, mais néanmoins, en 2016, sous l'impulsion de Barbara Pompili, on interdit les néonicotinoïdes avec un horizon 2020. J'ai posé la question à Nicolas de Normandie, son prénom. Julien de Normandie, en séance. Je n'ai pas eu la réponse, mais je l'aurai avant la fin de la commission d'enquête, je vous l'assure. C'est est-ce que la recherche s'est mobilisée, est-ce que les instituts sont mobilisés pour qu'on évite en 2020 de faire une dérogation? Je ne suis pas persuadé qu'en 2016, quand on décide d'une introduction pour 3 ans après, on mobilise les moyens de la recherche. Quelle conclusion tirez-vous de cet échec patent, alors même que la dérogation est justifiée par le fait qu'il faut au moins 3 ans pour organiser la transition? Eh bien, 3 ans avant, on ne l'a pas engagée. Donc, 3 questions. Une sur les protéines, je résume. Une, l'approche, le croisement filière et territoire. Et enfin, sur les néoniques, est-ce que ce n'est pas le signe d'une forme d'incurie dans laquelle la recherche, le ministère de la Recherche ne peut pas être totalement innocent? Merci. Alors, je vais démarrer par la partie filière, dans votre question filière. Peut-être pour effectivement dire sur l'approche filière, en tout cas pour la recherche, ça ne signifie pas pour nous que on va dire les résultats sur la recherche sur une filière soient cantonnés dans cette filière, quand on le regarde par rapport à la recherche. Donc, si on a une approche par filière, peut-être en 2 points, vous le faire. D'abord, ça ne suppose pas un isolement de la filière à son environnement. Donc, filière ne veut pas dire indépendamment de considérer l'environnement. C'est vrai que le plan national de recherche et d'innovation qui a été lancé en 2021, qui visait à identifier pour 2023 les alternatives, justement les solutions alternatives, typiquement, ça reviendra à la 3e question que je prendrai après, néonicotinoïdes opérationnels contre la jaunisse au niveau des betteraves, de la betterave sucrière, ça met vraiment en évidence cette vision transversale. Donc, le plan global national de recherche et d'innovation, ce plan, on l'a doté de 7 millions d'euros sur 3 ans, et avec 4 axes par rapport justement à ce plan qui n'est pas que filière. Le premier, c'est une compréhension globale de la situation sanitaire. Le deuxième, c'est l'identification et la démonstration des solutions à l'échelle de la culture. Le troisième, c'est l'identification et la démonstration des solutions, mais de régulation à l'échelle de l'environnement des plantes, des cultures et des paysages. Vous disiez. Et le 4e, c'est la transition vers un modèle économique plus durable. Donc, il y a vraiment cet ensemble à prendre, même d'un plan global, même quand on considère une filière dans son environnement. Et de dernier point peut-être, c'est cette approche filière qui, effectivement, ne doit pas être exclusive, parce que c'est, en particulier en recherche, elle ne peut pas être. Elle a des sujets communs entre filières, entre différentes filières, et des solutions communes. Je pense par exemple dans le cas des alternatives au désherbage chimique. On voit bien que tout de suite, ça s'applique entre différentes filières et avec des considérations un peu communes. Donc c'est vrai que même quand on regarde ou quand on approche au niveau recherche par filière,
obligatoirement, on l'étend avec différentes visions. Je vous ai cité les 4 axes qui le montrent bien, en particulier dans ce plan national qui est ce plan de recherche et d'innovation. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je pourrais vous apporter un complément, mais je pense qu'on le voit à peu près. Le deuxième point sur les protéines, je peut-être vous répondre, je ne sais pas si c'est sur, mais dans alternative sur les légumineuses. Et c'est vrai que sur ce point, sur les légumineuses, clairement, ces légumineuses, on le sait, elles ont une capacité assez unique de former on va dire, de ces associations un peu symbiotiques avec les bactéries, etc. Mais en tout cas, ça permet la fixation d'azote. Et ça, c'est très important pour effectivement enrichir et continuer d'azote atmosphérique au niveau du sol. Donc, ça a un impact très fort quand on fait de la culture des légumineuses là-dessus. C'est vrai qu'il y a des recherches fondamentales qui sont menées pour comprendre non seulement le processus de fixation d'azote des légumineuses, mais aussi comment l'améliorer. Donc, on a tout un axe là-dessus de recherche sur les légumineuses. Et évidemment, ces légumineuses, on a une équipe d'agroécologie à Dijon qui travaille sur l'écophysiologie des légumineuses et qui vont avoir un spectre assez large sur ces problématiques-là. Donc, je voudrais citer quand même un point dont on n'a pas eu l'occasion de parler, mais à cette occasion-là, c'est les infrastructures de recherche. Donc, associées au laboratoire, et typiquement dans ce cadre-là, on a une infrastructure de recherche qui s'appelle Phénom, qui a bénéficié d'un financement qui est quand même de 29 millions d'euros entre 2012 et 2024, qui est ouverte, c'est-à-dire ouverte aux laboratoires, ouverte aux industriels, et qui permet justement de regarder ces interactions entre plantes, micro-organismes pour cette production et aussi la caractérisation de tout ce qui est matière et matériaux végétaux. Donc les légumineuses profitent particulièrement, en particulier de cette plateforme Phénom pour pouvoir caractériser, améliorer et comprendre comment ça fonctionne finalement à ce niveau-là. Donc c'est, je pense, une des réponses aussi dans les alternatives au niveau protéines et aussi des réponses au niveau environnemental et dérèglement climatique qu'on apporte, et c'est un domaine de recherche un peu prioritaire très forte comme exemple qui peut illustrer. Alors sur le dernier point, et on pourra vous donner une fiche complète typiquement sur ça en complément sur les légumineuses, fournir la fiche. Sur les néonicotinoïdes. Alors, moi, j'étais pas là, donc je veux dire, c'est vraiment des choses qui se sont passées entre 2016 et 2020 pour voir comment développer. Peut-être 2 points quand même. Les néonicotinoïdes, c'est pas quelque chose de spécifique, au sens que quand on fait de la recherche dans les pesticides, ça inclut, entre autres, les néonicotinoïdes. Donc, c'est vrai que cette recherche sur les pesticides, c'est une recherche qui a lieu depuis très longtemps, qui est très forte en France. Je pense qu'il faut bien voir qu'au niveau européen, et ce qui n'enlève rien aux problématiques ô combien importantes que vous traitez et qui sont capitales, mais au niveau de la recherche, on est leader dans ce domaine au niveau de l'Europe. Pas que néonicotinoïdes, hein, mais pesticides et autres. Je pense que l'INRAE est sur ces points-là et on est vraiment très très bien placé. Sur la recherche dans les pesticides de façon générale, on a quand même financé entre 2008 et 2022 250 projets, 251 exactement, qui affichent dans le titre le mot-clé ou dans les mots-clés le mot pesticide. Et c'est un montant de 108,6 millions d'euros qui ont été financés sur cette période-là. Donc vous voyez qu'il y a eu une intense recherche sur les pesticides depuis 2008 jusqu'en 2022, avec en moyenne 17 projets par an et un budget sur les pesticides de 7,2 millions d'euros par an. Donc c'est loin d'être négligeable. Et les néonicotinoïdes faisaient partie, entre autres, de ces pesticides et de l'axe recherche éco-phyto. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense qu'effectivement, en 2020, la France a été confrontée à ces infestations inédites de jaunisse sur les betteraves avec un fort impact sur les rendements. Ce qui a fait donner lieu au plan national de recherche et d'innovation, le PNRI, vraiment qui a été unique en Europe et qui a eu pour objectif de trouver ces solutions alternatives aux néonicotinoïdes ce coup-ci. Vraiment, puisqu'il y avait cette problématique spécifique. Et c'était un plan très opérationnel
contre la jaunisse des betteraves sucrières. Donc, je pense qu'il fait vraiment partie, finalement, des programmes particuliers de type problem solving, vraiment dans son ensemble à prendre. Et je pense que ça, c'est une approche intéressante dans ce cas-là, issue des besoins, vous l'avez dit, hein, générés par le retrait des molécules et qui a été focalisé sur les néonicotinoïdes. Mais on a eu aussi en 2000, je ne sais plus, c'est 2018 ou 2020, sur les néonicotinoïdes, les recherches ont par exemple mentionné qu'il existait des alternatives possibles aux néonicotinoïdes issues de travaux de recherche, comme en témoignait à l'époque de l'interdiction en 2016, un rapport de l'ANSES. Donc je pense que si la recherche n'a pas focalisé, comme après avec le plan PNRI en 2020, sur les néonicotinoïdes, il en existait sur les pesticides de façon générale. Et quand il y a eu l'interdiction, il avait été dit dans un rapport de l'ANSES qu'il y avait des alternatives chimiques au niveau de l'interdiction. Ce qui a expliqué le non-focus finalement néonicotinoïde qui est arrivé après lorsqu'il y a eu la jaunisse. Donc voilà pour un essai, ou en tout cas a posteriori, d'explication en essayant de reconstituer cet historique par rapport aux recherches de pesticides, au plan PNRI et à ce qu'on trouvait à ce moment-là dans les rapports de l'ANSES qui pouvaient penser qu'il y avait une alternative possible. Alors, je ne dis pas uniquement pour votre audition, mais pour l'ensemble des auditions, les meilleures choses ont une fin. Et on a essayé de prolonger un petit peu le plaisir d'être ensemble, mais on clôture donc les auditions sous l'autorité du président, ça relève de son autorité. Et je lui ai fait quelques suggestions d'autres auditions, mais on les fera en parallèle et dans d'autres formats, parce qu'il faut préserver les forces de nos administratrices et de l'ensemble des équipes qui ont été extraordinaires dans cette période. Il y a un travail de relecture de l'ensemble des auditions, du matériel qui a été accumulé, de la documentation. On a une matière extraordinaire. Je vais poursuivre moi-même, vous l'avez compris, quelques investigations dans les ministères concernés dans les jours qui viennent pour compléter notre documentation et être le plus explicite possible sur ces sujets. Et puis nous devrons rédiger nos propositions en les confrontant à nos collègues commissaires qui c'est pas visible aujourd'hui, mais il y avait d'autres enjeux politiques et des réunions des maires, etc. Mais on a été plutôt très nombreux et je m'associe au président pour saluer l'engagement des commissaires dans toute la période sur les 6 derniers mois. Le plus dur reste à faire, c'est faire la synthèse, rendre compte et tracer une trajectoire. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de redire à quel point je suis dépité, le mot est faible, par la décision européenne. C'est un mauvais message pour l'Europe, c'est un mauvais message pour nos territoires, pour la santé, c'est un mauvais message pour le Green Deal, c'est un mauvais message pour la planète. Je suis oui, dépité, le mot est faible, mais je voudrais redire ma gratitude à tous ceux qui ont coopéré à cette commission d'enquête. Le travail n'est pas terminé. En période cible, je le donne comme information publique à cet instant, parce que pour le coup, ça relève de notre autorité commune avec le président. Nous cherchons à rendre notre rapport, pour ne pas qu'il soit à la veille des fêtes, à rendre notre rapport le 14 décembre, qui suppose une mise à disposition du document vers le 8-9 décembre auprès des commissaires, une mise à disposition du document, et pour un compte rendu de la commission, compte rendu public le 14. C'est notre cible, on n'est pas sûr d'y parvenir, et la publication du rapport serait donc la semaine suivante, après les 5 jours de précaution qui conviennent, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a 5 jours de réserve, quoi, en tout cas avant la publication du rapport. Donc on est parfaitement dans les temps, avec une semaine d'avance pour éviter le télescopage avec les fêtes de fin d'année. Et un autre débat qui va passionner notre pays, celui sur l'immigration. Donc on essaie de se glisser dans un temps où ce rapport et ses conclusions puissent être reçus sereinement dans notre pays. Alors malgré la difficulté qui est l'annonce comme un dernière audition et annonce de décision européenne, c'est un petit peu difficile. Je voulais vous remercier, Madame la Ministre, et vos équipes, et saluer encore une fois l'engagement de l'Assemblée nationale, et me féliciter, je leur dirai au moment du compte-rendu du rapport, de l'excellente coopération que nous avons eue avec le Président tout au long, une exigence partagée l'un avec l'autre, mais une coopération totale, avec le souci non pas de faire de la communication, mais de chercher la vérité et d'être utile au pays. Merci. C'est à moi de
vous renouveler mes remerciements. J'étais personnellement sensible aux soucis que vous avez eus de précision et d'être complète dans vos réponses. Vous avez apporté énormément de matière. Donc merci pour cette disponibilité, merci pour vous être prêté à l'exercice avec autant d'exigence. Je m'associe au remerciement du rapporteur, aux membres de la commission. Madame Bedel, je citais ce matin les membres de la commission qui avaient été les plus assidus, vous en êtes. Donc il y a une vraie contribution aux travaux. Je renouvelle aussi, j'y tiens, les remerciements aux administratrices, Pascal Répans, Olivia Sanson et Charlotte Ticard, pour le remarquable travail très très qualitatif que vous fournissez, qui nous permettent, comme députés, de conduire ce genre de travaux. Et je confirme que le niveau de complicité, de connivence intellectuelle entre rapporteur et président pour l'exigence des travaux a été un vrai plaisir. Je m'associe tout à fait à cette... c'est un motif de fierté. Voilà, alors c'était notre dernière audition. Nous nous retrouvons donc le 14 pour examiner et adopter le rapport de la commission. Et je lève cette séance pour aujourd'hui.